Le marketing expérientiel au service des industries culturelles. L'immersion au cœur de ces pratiques. Les progrès en technologie immersive de ces dernières années laissent entrevoir des possibilités immenses et les géants comme Google, Facebook ou YouTube investissent de plus en plus dans du contenu expérientiel. De nombreuses grandes marques ont déjà bénéficié de ce genre de campagne. Malgré tout, le marketing de contenu immersif ne semble pas encore avoir envahi l'espace publicitaire comme il aurait déjà dû le faire selon certains spécialistes, et encore trop peu d'entreprises culturelles osent se lancer. Quelles sont alors les possibilités offertes par les nouvelles technologies d'immersion et deviendront-elles véritablement des outils privilégiés du marketing de demain? Audrey Paccard de Very Story, Sébastien Ouimet du Cirque du Soleil et Thibaut Duvernay de Gentilhomme Inc., questionnés par Catherine Matisse, sont venus nous éclairer sur la direction que prennent ces nouvelles réalités. Bonjour, merci d'être parmi nous en cette si belle journée. Alors voilà, Audrey a décidé d'enjamber. Elle s'est rendue avant les autres. Alors évidemment, avant de commencer, je vais quand même vous parler de ceux qui... Ouh, un petit feedback, hein? Je vais parler de ceux qui vont nous aider à comprendre de quoi il s'agit et surtout quelles sont les limites et les possibilités de certains médiums immersifs. Alors, je vais commencer par Thibaut Duvernay. Vous avez vraiment tout un panel devant vous aujourd'hui. Je vais vous dire, quand j'ai lu les CV de ceux qui nous accompagnent, là, je me suis dit, OK, on a vraiment des gens qui connaissent le sujet de fond en comble et depuis plusieurs années. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit évoluer une industrie dans ces cas-là. Donc, Thibaut Duvernay, en 2012, a été nommé l'une des vedettes montantes par le New York Art Directors Club parmi les meilleurs créateurs de moins de 30 ans au monde. Donc, ce n'est que cela. C'est une petite introduction. Depuis 5 ans, il a son studio Gentilhomme. Il a travaillé avec plusieurs gros joueurs comme Moment Factory, le Cirque du Soleil. Il collabore également avec l'ONF depuis la création de son studio interactif. Et évidemment, j'en passe. Mais donc, voilà. Thibaut Duvernay, merci d'être là. Audrey Paccard est également avec nous, une productrice depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la fiction, notamment en France, au Canada. Elle a dirigé la programmation et le contenu de Tout.tv à sa création. Depuis 3 ans, elle a une compagnie qui s'appelle Very Story et elle accompagne à toutes sortes d'échelles les producteurs, créateurs et institutions dans divers projets immersifs, quels qu'ils soient. Merci également d'être parmi nous. Et enfin, le dernier mais non le moindre, vous l'aurez compris, Sébastien Ouimet du Cirque du Soleil. Alors, Sébastien a quitté Radio-Canada en 2015. Ça se peut. Il y a un avenir après Radio-Canada. C'est toujours ça qui est bien. C'est fun de voir les gens qui évoluent à l'extérieur de cette boîte-là. C'est une petite boutade, évidemment, parce que je collabore à Radio-Canada. Il est donc producteur audiovisuel. Il dirige les opérations de la division de production multimédia au Cirque du Soleil, notamment évidemment en ce qui a trait aux expériences en réalité virtuelle, captation de spectacles, documentaires, fiction, séries jeunesse, trames sonores. Bref, un homme occupé qui nous alloue quelques minutes de son temps aujourd'hui et on est vraiment heureux donc de tous vous accueillir ici au Festival Chromatique. Alors, je pense que avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander de quoi parlons-nous exactement? Parce que j'ai l'impression que le marketing expérientiel, je sais que ça donne des boutons à Audrey Paccard. Qu'est-ce que c'est au juste? De quoi immersif, expérientiel? Qu'est-ce que c'est que ces deux termes-là qui semblent converger, mais pas tout à fait? Audrey, d'abord, définissons un petit peu de quoi il s'agit. Oui, en fait, c'est important, je pense, de commencer par ça. En fait, avant de venir ici, et pendant plusieurs jours avant, j'ai cherché sur Wikipédia la définition de marketing expérientiel parce que c'était pas tout à fait clair pour moi. En fait, si on parle de marketing expérientiel at large, on parle aussi bien d'une marque qui va faire goûter un saucisson dans son supermarché et donc qui va faire vivre une expérience à sa clientèle. Donc,
je pense que nous trois ici, nous ne sommes pas tout à fait dans ce domaine-là. Vous n'avez pas amené de saucisson aujourd'hui? On est un peu déçus quand même. Ça aurait été chouette. Mais je pense que c'est ça. On est quand même, il faut le dire, dans une ère de buzzword. Et que ce soit le mot expérience ou le mot immersif, ce sont quand même des mots très à la mode. Et le marketing expérientiel, c'est extrêmement large. Moi, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que je pense qu'aujourd'hui, tous les trois, de par nos expériences, on parle davantage de marketing immersif. Moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement dans le marketing. Je pense que vous, au Cercle du Soleil, vous avez peut-être plus de liens avec les marques. Mais par contre, moi, je pourrais vous parler davantage de... moi, je suis très spécialisée dans la VR aujourd'hui et aussi dans les dômes. Je peux vous parler au point de vue de business, production, développement, comment se situent les marques aujourd'hui dans le domaine de la VR, dans le domaine des dômes. Alors ça, c'est encore une autre histoire parce qu'on est plus dans un art immersif pour l'instant. Mais en tout cas, tout ce qui est distribution et de la VR, ça, je peux vous en parler. Et aussi le positionnement de la publicité par rapport à la réalité virtuelle. Donc, ça, c'est mon... Donc, immersif, hein? On va faire abstraction du terme expérientiel et puis on va davantage parler donc d'immersion. En préparant notre discussion cet après-midi, je me suis dit, tiens, remontons aux sources de l'immersion. Essayons de voir depuis combien de temps est-ce qu'on essaie justement d'atteindre les gens, le public, la clientèle, s'il s'agit d'entreprises, par l'immersion. Puis je me suis souvenue, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le Sensorama, donc expérience multisensorielle dans les années 60. On s'assoyait là dans une espèce de machine où, évidemment, on voyait des images, mais il y avait aussi du son, on pouvait toucher, il y avait de l'odeur aussi, on pouvait sentir. Et là, je me suis dit, tiens, en termes de marketing immersif, c'était dur de commencer ailleurs que par la bouteille de Coca-Cola. Parce que dans cette machine-là, on pouvait vivre toutes sortes d'expériences différentes, conduire une moto, par exemple. Donc, avoir vraiment l'impression, avec le vent dans le visage et tout ça, là, d'être sur une moto et donc de vivre une expérience qui n'était évidemment pas rattachée à la réalité du moment, mais qui était vraiment rattachée à cet appareil-là. Et on pouvait aussi simuler, faire semblant d'être une bouteille de Coca-Cola. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça, on est ailleurs. Là. On est à mi-chemin entre la fiction, entre le marketing. Et donc, je me suis dit, ça fait quand même longtemps qu'on essaie de rejoindre les gens de cette manière-là. Donc, pour casser un peu la glace de cette discussion-là, dites-moi un peu, donnez-moi vos avis sur ce que l'immersion apporte, par exemple, à une expérience que le reste des techniques, que le reste des technologies, peut-être, n'apportent pas de la même manière. En fait, très pertinente question, en ce sens que Cercle du Soleil Images, une petite préface, on produit beaucoup de contenu audiovisuel, commercial, qui se veut être une extension même des campagnes marketing que l'équipe marketing au Cercle du Soleil fait de par du contenu qu'on va exposer à d'autres target audience, si on veut. Donc, on diversifie notre reach. Le contenu immersif à l'intérieur des Cercles du Soleil Images et surtout et d'abord la réalité virtuelle, de par justement toutes les possibilités de faire vivre l'expérience à un endroit qui est totalement impossible autrement. Donc, la réalité virtuelle permet à l'utilisateur de vivre l'expérience du Cercle du Soleil de un, différemment, parce qu'il est carrément impossible de vivre l'expérience d'un spectacle comme Lucia ou Volta, sur lequel Thibaut a travaillé, aussi bien que par le vivre de la réalité virtuelle. En ce sens que les captations de spectacle vont permettre aux viewers de se positionner dans les sièges les plus intéressants à chacun des moments du spectacle. Mm-hmm. On va éditer le contenu pour que le spectateur soit à la bonne place au bon moment, pour rendre justice au spectacle, de façon linéaire, de façon non immersive. Dans la réalité virtuelle, au Cercle du Soleil, le côté immersif fait toute la différence. Parce que quand on va tourner une expérience de réalité virtuelle, qu'on va la produire, on va changer, on va modifier la mise en scène pour que la mise en scène du spectacle embrasse toutes les possibilités, les caractéristiques que le VR, les opportunités que le VR a à offrir. C'est-à-dire qu'on se doit de modifier la mise en scène pour s'assurer que le côté immersif de la production est total et complet. Mm-hmm. Évidemment, c'est une production 360, 3D. Même le son, en fait, c'est plus que 17.1. C'est un son qui est carrément spatial.
En ce sens que peu un son importe... spatial? Le terme exact, je ne le connais pas, mais dans ce sens que peu importe l'endroit où tu regardes... pardon? Exactement, c'est que peu importe l'endroit où tu regardes, c'est comme si tu étais dans la vraie vie, tes oreilles vont capter l'audio d'une façon très, très, très précise. Ça nous suit dans Exactement, l'expérience, ouais. exactement. Donc c'est vraiment une façon pour nous de proposer, de compléter l'expérience live du Cirque du Soleil d'une façon avec un format qui rend possible. Et c'est le seul format, à ma connaissance, qui permet à l'utilisateur de vivre un spectacle du Cirque du Soleil de façon si immersive. Même dans l'audience, même dans les sièges, les captations, les documentaires, les séries jeunesse, peu importe la production du visuel commercial, la réalité virtuelle est carrément le seul format qui permet de vivre le spectacle à même le stage, tu sais, au sein des artistes. Puis donc, un point de vue inédit. Exact. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a commencé Volta, le dernier show, en VR finalement, parce qu'à l'époque où on a commencé à designer le show, le théâtre n'était pas construit, donc c'est un pied de nez à ce que tu dis aussi, qui est finalement, on a commencé par faire le théâtre en 3D, puis le mettre en VR, puis se dire, OK, si je suis dans le siège 32, est-ce que j'ai une obstruction? Est-ce que mon contenu va marcher? Est-ce que la mise en scène va marcher? Fait qu'on a même finalement commencé à concevoir le spectacle en VR avant même d'arriver sur le stage. Fait que ça fait une boucle aussi, un petit peu. Ton produit dérivé est issu du produit qu'on a utilisé au tout début pour et ça, on avait vu ça en télévision aussi. Oui. On avait commencé à voir ces grandes captations de spectacles qui pensaient en amont beaucoup à la captation elle-même pour la mise en scène. C'est tout le temps comme ça, en fait, parce que tout ce qui est cérémonie olympique, ou ces projets-là, en fait, si tu es dans le public, c'est vraiment pas cool. Là. C'est vraiment designé pour la télé, puis pour la position de la caméra, de l'éclairage, pour que tout soit beau pour la caméra, mais c'est comme les shows de mapping. Souvent, ça marche juste d'un point de vue. Là, donc, oui, en général, c'est chorégraphié pour la caméra. Ouais. Mais moi, je voudrais savoir, quand le Cirque du Soleil fait de la VR, il s'adresse à qui? En fait, le Cirque du Soleil s'adresse... c'est une très bonne question, puis il y a tellement de réponses différentes. La première réponse qui me vient en tête, c'est évidemment une réponse un peu niaiseuse, mais s'adresse à tous les gens. C'est un peu un problème dans la réponse, c'est qu'on s'adresse encore à très peu de gens. C'est-à-dire qu'il y a très peu de headsets VR, peu importe le type de headset VR, qui sont détenus par nos fans, en fait. À travers le monde, je ne sais pas la stats exacte, mais on parle d'environ 20 millions de headsets. Disons que ça n'a pas connu l'heure de gloire qu'on attendait en 2017. Pas à ce jour. Mais donc, on parle évidemment avant tout à ces gens-là. Pour nous, c'est une nouvelle façon, c'est un nouveau segment de marché. Donc, c'est également d'être innovateur en pénétrant des segments de marché qui sont très R&D encore et très innovateurs. Donc, il y a un positionnement de la marque, certainement, mais c'est aussi d'être innovateur dans cette innovation-là. Donc, c'est pas juste de produire du contenu VR qui nous positionne comme innovateur, mais aussi d'innover dans la production de contenu VR. Puis c'est à cet effet-là, en fait, qu'on travaille avec Félix et Paul Studio, qui est un studio de Montréal. On a évidemment un paquet de gens hyper talentueux à Montréal en réalité virtuelle et autres. Et puis Félix et Paul Studio en est un. Et ils nous permettent justement de constamment innover dans nos productions. Chacune des productions qu'on a faites, je réponds plus ou moins à ta question, mais tu vois, j'ai la réponse. Chacune des productions qu'on a faites avait un caractère très innovateur, de par la technologie qui était utilisée pour produire les expériences. Donc, au final, on parle avant tout aux gens qui ont un headset évidemment à la maison. On parle aussi à nos fans qui n'ont pas de headset, mais qui s'attendent du Cirque du Soleil, que le Cirque du Soleil soit innovateur et continue d'innover, non seulement dans les spectacles live, qui est évidemment notre core business, mais également dans toute la diversification de l'entertainment au Cirque du Soleil, et entre autres par le VR. Donc, on parle à ceux qui n'ont peut-être jamais vécu d'expérience VR, mais qui pourraient être amenés à en vivre parce que le Cirque du Soleil, entre autres, est là-dedans. Puis on va évidemment faciliter l'accès à ces expériences VR-là auprès de nos utilisateurs, par exemple, ayant des pop-up VR dans nos différents chapiteaux ou même à Vegas. Exactement. Donc, il y a des équipes marketing du cirque qui vont utiliser les headsets Samsung Gear VR qui sont portables. Maintenant, Oculus vient de sortir un headset qui est portable également qui va certainement faciliter la pénétration du mass market. Je l'ai acheté, il est très bien. Et en Chine, exactement. Donc, tu sais,
Pardon? Je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté, ok, parfait. Parce qu'en Chine, effectivement, Oculus Go va sortir un casque aussi dans le marché chinois. Tout ça va va faire en sorte que l'accessibilité dans le mass market va être beaucoup plus accessible, là, va être beaucoup plus faisable, parce qu'il y a quand même une certaine limitation technologique là, pour pénétrer le marché. D'un, le coût. Bref, fait qu'effectivement, il y a des équipes marketing qui vont utiliser les expériences VR Cirque pour aller dans les festivals, pour aller dans les congrès, pour aller dans la rue à Vegas ou dans les différentes villes dans lesquelles nos spectacles de tournée tournent. Oui, parce qu'on a l'impression jusqu'à présent que justement, on est un peu dans le marketing immersif, confiné à ce genre de coup d'éclat-là, donc sur place où on donne accès aux gens à des casques pour vivre une expérience. Parce que justement, la masse n'a pas encore été touchée. Donc, est-ce que ça ne nous limite pas un petit peu en ce moment, par exemple, Thibaut Duvernay, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur ce qu'on peut faire. On a la difficulté à rejoindre une masse critique de public, donc on est un peu confiné à ces coups d'éclat, les stunts, comme disent les Anglais, là, non? Oui, complètement. Mais même, je pense, pour revenir un peu en arrière, je pense qu'avant, le médium était roi en marketing puis en publicité. C'était assez facile d'avoir le monopole sur la chaîne de distribution finalement de ta publicité. Donc, c'était un peu une prise d'otage. Tu as la télévision, tu as la radio, puis tu as l'affichage. Donc, c'est vraiment une prise d'otage dans le sens où tu contrôles ton média de A à Z, tout le monde là, puis tu fais juste pousser du contenu pour vendre des trucs à 99 sous. Puis c'est facile. Donc là, c'est devenu paresseux? Ça a toujours été paresseux, puis les gens ont été habitués à avaler tout ce contenu-là, qui est du faux contenu finalement, qui est juste des rabais, puis acheter des trucs. Puis il y avait des gens qui sont un peu plus créatifs que d'autres, mais globalement, tu peux être paresseux parce que tu as le monopole sur 100% ta chaîne de distribution, puis tu avais juste à quasiment faire de l'achat média, puis tu savais que tu allais toucher ton audience. Sauf que maintenant, on a une autre époque où les gens déjà veulent choisir leur contenu. Ils peuvent choisir leur contenu et c'est très difficile maintenant pour le marketing de contrôler le médium de diffusion. Et je pense que certaines marques ont commencé à comprendre que s'ils voulaient toucher une audience, il fallait qu'ils créent il fallait qu'ils touchent leur audience et qu'ils arrivent à créer quasiment des œuvres d'art ou des installations ou des choses qui allaient comme rayonner à travers un certain public, mais par rapport aux valeurs de leur marque. Donc, au lieu de vendre la bouteille de Coca-Cola, pourquoi pas contacter un artiste, en fait, quasiment travailler comme un mécénat pour développer des expériences qui vont aller toucher une audience, mais avec les mêmes valeurs que la marque veut avoir, mais on n'est pas obligé de mettre un gros logo dessus pour que ça fonctionne. Il y a certains qui l'ont compris, puis il y en a d'autres qui l'ont pas du tout compris, puis qui vont juste décider de faire du VR parce qu'il faut faire du VR, parce que sinon t'es pas cool, puis après ça ils font une vidéo sur YouTube et après ils espèrent que l'amplification finalement devient le contenu, fait que ça revient à faire du média de marketing traditionnel qui est on va faire un stunt qui est probablement un peu pourri à la base, puis après ça on le filme, ça a l'air cool, puis on va le mettre sur YouTube, puis on amplifie le YouTube. Ça pour moi c'est vraiment pas vraiment avoir compris la plateforme. Puis après ça tu as des gens comme Samsung qui vont faire un truc avec Punch Drunk où ils vont vraiment commissionner en bon français une œuvre d'art qui va pas nécessairement être amplifié parce que si tu l'as pas fait, tu sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais décrivez-la nous. Pardon? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait Punch Drunk avec Samsung? Ils ont fait une œuvre qui s'appelle merde, c'est quoi le nom déjà? Celle qui était au Centre-Phi? Je pense qu'elle est au Centre-Phi, ouais. Believe Your Eyes, ça s'appelle. Vraiment la Punch Drunk de théâtre immersif, donc l'expérience commence pas nécessairement quand tu as mis le headset, puis elle finit pas nécessairement quand tu enlèves le headset. Donc tu as une mise en scène, il y a un mélange avec des gens, je veux pas vous le raconter parce que si vous le faites un jour, ça va être nul. Mais en gros, moi, ça me touche beaucoup parce que pour moi, c'est une super belle compréhension du médium, de créer une œuvre d'art qui, là, pour le coup, dure 5 minutes et tu vas l'expériencer tout seul. Donc, encore une fois, c'est un modèle qui n'est pas du tout viable pour le rendre... pour faire des ventes de billets, mais ça fait rayonner une marque, ça fait rayonner des metteurs en scène, ça crée comme une marque dans la mémoire collective vers lequel le brand va être attaché. Et finalement, c'est ça qui est positif. C'est pas nécessairement le résultat de nombre de gens qui ont été exposés au brand, c'est comment le brand se positionne par rapport à ses valeurs. Et si un brand est capable de dépenser de l'argent pour créer des pièces de théâtre interactives, ça le positionne comme un brand cool. Quelle belle nouvelle, Audrey Paccard, quand même, pour
la créativité que ça peut susciter, ce genre d'opportunité-là. Parce que là, on ne vise plus simplement à mettre en lumière un produit ou une entreprise, mais plutôt les valeurs de l'entreprise à travers, par exemple, une expérience immersive. Donc, j'ai l'impression que ça ouvre toutes sortes de possibilités, non, pour les artistes? En fait, les valeurs d'une marque, ça existe déjà depuis 15 ans quand on parle de branded content. Donc là, on n'est pas très dans l'innovation. Mais là où ça va être de plus en... Alors, en fait, il faut reprendre un peu au début avec le départ de la VR. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la VR, on en parle vraiment depuis 3 ans. Ce qui est ridiculement rien. Donc, comme dans tout médium, parce que là, aujourd'hui, on parle de il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent dans la VR et tout ça. C'est plus ou moins vrai, mais c'est surtout parce que ça ne fait que 3 ans. Et moi, ce que je trouve très intéressant avec ce genre de médium immersif, parce que là, on parle particulièrement de la VR, mais il n'y a pas juste il y a la VR, il y a la R, et puis dans le fond, l'immersif, ça existe depuis le cinéma. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une marque, quand elle va vouloir se positionner par rapport à un médium immersif, il va falloir qu'elle repense ça complètement différemment. Parce que aujourd'hui, qui finance la VR au niveau culturel, ce sont les institutions culturelles, ce sont les studios indépendants aux États-Unis par exemple. Et si on parle de location base, la réalité virtuelle qui se passe dans des lieux événementiels, là on parle plus d'un marché qui est à l'international, en Chine, dans les pays arabes et dans les expériences de théâtre immersif qui sont en train de se développer aux États-Unis, par exemple. Mais il faut savoir que dans un casque, il y a eu des essais de pre-roll, par exemple, ça marche pas du tout. On n'est pas encore rendu là. Aujourd'hui, donc les projets qui sont financés au niveau culturel, ce sont soit des entreprises privées comme le Cirque du Soleil, soit Hollywood, par exemple, qui en fait font des projets dits convergents pour lancer une série télé ou un film. Hollywood, aujourd'hui, c'est leur principale utilisation de la réalité virtuelle. Donc là, on parle effectivement de marketing immersif pur. Pour eux, c'est une façon de positionner le lancement d'un film. Et évidemment, Hollywood, étant ce qu'elle est, elle peut pas ne pas se positionner comme les pionniers dans un nouveau médium. Ça, c'est un champ où il y a un type de marketing très clair qui se développe et qui va continuer à se développer et pour lequel les studios ont de l'argent. Après, au niveau des artistes, là où les marques vont vraiment investir, c'est davantage aujourd'hui dans l'art contemporain. C'est un peu surprenant, mais les grandes foires d'art contemporain sont les premiers aujourd'hui à se lancer, à investir dans la réalité virtuelle. Si on parle de création artistique et cinématographique, les marques sont pas là encore. Les marques vont être davantage comme Decathlon, par exemple, qui va faire visiter ses tentes en réalité virtuelle. Mais là, on est dans un autre domaine. Mais je pense pas que aujourd'hui, si on parle d'immersif et de réalité virtuelle, on ait besoin de parler d'une marque qui veut développer du contenu pour attacher ses valeurs. C'est déjà fait depuis longtemps, ça. On le fait depuis un moment que le branded content, l'expérientiel en publicité, marketing, ça fait longtemps que ça existe. Là, il va falloir l'aborder de façon différente. Puis pour moi, au niveau de la réalité virtuelle, ce qui est très intéressant, c'est que il y a toute la façon de penser la contextualisation d'une expérience VR qui va être super importante parce que certes, pour l'instant, les casques n'ont pas eu un taux de pénétration énorme chez les gens, mais par contre, il y a de plus en plus de lieux, que ça soit des malls, par exemple, en Chine, que ça soit des événements, spectacles immersifs, festivals de cinéma, que ça soit des salles de cinéma qui développent des espaces VR. Name it, là, maintenant, c'est tous les location-based space qui sont en train de développer des espaces VR. Donc, on en est encore au début, mais ça va exploser vraiment à ce niveau-là. Et c'est là où les marques vont devoir réfléchir à comment ils vont devoir se positionner par rapport à cette façon de vivre des expériences. J'ai pris un peu du temps. Non, mais c'est très intéressant. J'ajouterais rapidement là-dessus parce que c'est intéressant à savoir qu'effectivement, ça coûte
relativement dépendamment de l'envergure du projet, excessivement cher, produire très peu de contenu. C'était ma prochaine question, justement, parce que Cirque du Soleil, ça va, mais... Ben, c'est-à-dire que, justement, l'aspect intéressant est justement dans le fait que, oui, ça coûte très cher versus d'autres types de formats audiovisuels, justement parce que c'est très nouveau et tout le monde cherche aussi une façon de faire le stretching en post-production, de faire la pré-prod, de faire la prod. Ça ressemble beaucoup à un set de cinéma. Je veux dire, c'est carrément un set de cinéma ou de pub en termes de tournage. Pour ce que tu fais, mais il y a aussi une autre volet. Justement, c'est justement là que je vais en venir, en fait. Donc, ça nous coûte très cher parce qu'on a les moyens de ces ambitions-là. Et d'ailleurs, parce qu'on a aussi beaucoup de IP qui ont une belle valeur sur le marché. Les IP en termes de show. Je veux dire, le Cirque du Soleil, la marque elle-même a une valeur. Clairement à l'international, qui est très attirante pour les fabricants de casques et ou les compagnies de mobilité cellulaire et ou tout intervenant dans la chaîne de diffusion de ces expériences-là. Donc, on a la chance d'avoir le financement et de ne courir aucun risque par rapport à la production du visuel de ces expériences qui coûtent relativement cher. On a la chance, en fait. La chance a été provoquée par des actes créatifs qui ont mené le cirque où le cirque est rendu aujourd'hui. Mais mon point, c'est qu'il y a des projets pour lesquels on a beaucoup moins de financement parce que la mission n'est pas d'aller all-out partout, online, offline, location-based. C'est des ambitions beaucoup plus, je dirais pas restreintes, mais précises. Ce qui fait qu'on n'a pas le budget ou on n'arrive pas à les financer avec des Samsung de ce monde, des Oculus de ce monde. Et puis maintenant, la technologie, je ne suis pas un spécialiste de la technologie en VR, mais je sais qu'il y a beaucoup de caméras qui sont disponibles, qui ont été fabriquées, qui ont été conceptualisées par les grandes industries, les Google de ce monde, les HTC de ce monde. Et puis ces caméras-là sont abordable, en ce sens qu'un studio de production peut carrément s'en procurer un. Il n'y a pas trop d'enjeux financiers à ce niveau-là, ou même louable. Tu peux louer ces caméras-là maintenant auprès de fournisseurs qui ne sont pas basés à Shanghai, qui sont basés à Montréal, à Toronto. Donc, c'est possible de produire du contenu de réalité virtuelle pour les entreprises qui n'ont peut-être pas le IP ou la valeur de la marque comme celle du Cirque du Soleil ou de Disney ou de tous les films qui sont produits à Hollywood. C'est certainement un challenge de produire n'importe quelle expérience audiovisuelle de VR parce qu'il y a toujours des cas associés à ça, inévitablement. Mais reste que la créativité va vraiment s'épanouir au niveau du contenu. C'est là que le nerf de la guerre est, parce que peu importe l'ambition et les moyens financiers, reste que le réalisateur, le directeur photo, la mise en scène, peu importe le type de format audiovisuel, c'est là que la différence se fait. Fait qu'après ça, oui, il y a des budgets, puis oui, il y a du financement qui peut être plus élevé ou moins élevé, mais il y a des projets de films en cinéma qui sont exceptionnels, puis qui réussissent dans tous les festivals du monde, qui ont coûté presque rien, versus des blockbusters qui se plantent. Fait que c'est pas nécessairement l'argent. Je pense qu'il faut savoir combien on a d'argent comme toute bonne production, puis d'optimiser ce budget-là. Mais mon point, c'est qu'en VR, même si c'est très early in the game, il y a quand même beaucoup de possibilités de produire du contenu VR à faible coût qui est intéressant. Et puis, tranquillement, les YouTube de ce monde, les Google de ce monde, ils font des séminaires avec différentes compagnies, des compagnies de production en réalité virtuelle et ou des brands, pour justement réussir à teamer up avec tous ces compagnies-là, comme le Cirque du Soleil et autres, et pénétrer le mass market, pénétrer les social media platforms. Parce qu'au final, ça va se passer par là. Facebook a acheté Oculus pour je ne sais plus combien de milliards, il y a comme 3-4 ans. Pas tant pour l'achalandage que Oculus avait, à savoir pas du tout. Surtout pour la technologie, parce que le médium, le format est super intéressant, mais il va falloir que Facebook, à un moment donné, réussisse à récupérer cet investissement-là en diffusant, en faisant pénétrer, si on veut, le VR via ces social media plateformes-là, en le rendant accessible au commun des mortels. Tu sais. Puis ça va se faire. Puis il faut investir maintenant, parce que ceux qui investissent maintenant, créativement et financièrement, quand le financement n'est pas disponible, bien, quand le mass market aura été pénétré, bien, ils vont en sortir gagnants. Je veux dire, c'est carrément le long tail. Tu as du contenu disponible, ça sort, puis ça va se passer plus vite qu'on le pense. Puis, parce que des gros joueurs qui investissent à Hollywood et ailleurs, des VC qui investissent là-dedans, ça se fait behind the scene, mais moindrement que tu es un peu behind the scene avec ces joueurs-là, tu comprends que
dépendamment des opinions, parce qu'après ça, on verra, là. Mais la plupart des experts dans le domaine disent que d'ici 2 à 3 ans, les chiffres auront doublé, voire triplé. C'est difficile de mettre un chiffre exact là-dessus, mais les efforts sont faits par PlayStation, par Xbox, par Microsoft, par toutes les grosses compagnies qui ont les moyens de leurs ambitions. Fait que, ils sont déjà à côté, le main dans le tordeur. Fait que ça me surprendrait bien gros que ces gens-là sortent leurs bras parce qu'ils ont déjà mis pas mal de... Bref, voilà. Donc, je crois que c'est accessible. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du VR. Il y a des façons de produire du VR. Il y a surtout une créativité que le VR a à offrir, puis c'est là que ça se passe. Je serais curieuse d'entendre l'avis de Thibaut Duvernay justement là-dessus. Donc, plus petite entreprise, évidemment, là, plus jeune également. Ouais, votre point de vue là-dessus? Mais nous, on n'est pas très vendu au VR encore. C'est drôle de dire ça, mais non, moi, je suis quelqu'un de très sceptique par rapport à l'expérience qu'on peut avoir en VR. Mais vite quand même, pour rebondir sur ce que tu disais, ce que je trouve très savoureux quand même, c'est que oui, Google et tout le monde met beaucoup d'argent pour faire des caméras, mais le meilleur live action au monde, ça reste encore Félix et Paul, puis c'est à Montréal, puis ça, c'est quand même super agréable. Et je pense que ça vient de leur craft, puis de leur façon de le faire, puis de juste, comme tu dis, d'avoir l'œil, puis de juste de faire juste. Puis c'est pas parce que tu as plein d'argent que tu vas nécessairement faire mieux. Puis ils le font vraiment de façon exceptionnelle. Mais ils ont de l'argent. Oui, ils ont de l'argent, mais ils ont du talent. Ils ont fait le premier dans leur sous-sol aussi. Mais bon, tout ça pour dire que moi, le VR, je suis encore ultra sceptique. Parce que le médium, pour moi, n'est pas super important. C'est plus le résultat de comment tu vas toucher un public. Moi, je suis dans l'entertainment et je veux faire réagir un public. Et j'aime beaucoup faire réagir des publics en groupe. Que ce soit, même si je fais un film qui est linéaire, mais au moins le fait qu'il soit projeté avec plusieurs personnes, il y a comme une énergie qui est super agréable. Et je trouve ça super bien de pouvoir rassembler des gens ensemble et qui expérimentent des choses. Ça, c'est ça qui me parle. Pour l'instant, en VR, juste de voir quelqu'un avec un masque qui fait ça, c'est super dur pour moi d'un point de vue créatif, même s'il triple. D'un point de vue extérieur, je suis comme, pauvre petit, peux-tu enlever son masque? Et ça, c'est juste comme ça que je le vis. Ceci dit, on en fait, comme je te disais, pour faire du prototypage ou aussi pour travailler, puis de plus en plus, on essaye de se dire, OK, ben, comment on prend le contre-pied de ça? Comment on crée quelque chose qui ne sera pas nécessairement collaboratif, prenons-le pour toutes les contraintes que ça a, comment on crée une œuvre qui serait pour une personne, mais avec une vraie mise en scène, avec une vraie mise en contexte, qui ne commence pas juste quand tu mets le masque. On se pose ces questions-là, et je pense que le futur, ce ne sera pas nécessairement dans le live action, de captation, ça va être effectivement plus dans des choses qui vont être connectées, parce qu'aussi, comme tu dis, les joueurs qui sont en place sont des gens connectés, donc ce ne sera pas nécessairement des sculptures tout le temps in situ, même si probablement le in situ est le meilleur moyen financier de le rentabiliser, parce que c'est là où il y aura des ventes de billets, mais le marché, il va aussi probablement se faire sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il ne sera pas nécessairement pré-renderé, il sera probablement plus comme un game engine ou comme un jeu vidéo ou du point cloud ou du light field ou toutes ces technologies-là qui se développent pour qu'on s'affranchisse des limites du tournage qui font que tu es juste dans un point de vue et c'est assez difficile de te déplacer comme tu veux. Tu es plus comme un observateur. Mais si on veut que les gens deviennent vraiment des acteurs, je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller vers des choses qui ne sont pas pré-renderées mais qui se renderent en real time et dans lesquelles on peut interagir beaucoup plus et aussi potentiellement relier les gens entre eux. Je super rapidement encore, je jump in sur tous les sujets, je les trouve hyper intéressants, là, mais il y a d'autres choses effectivement que le VR en marketing expérientiel, puis je suis certain que tu as des questions là-dessus. Moi, c'est mon expertise, fait que j'en profite pendant qu'on en parle pour partager. Tu as tout à fait raison, je suis tellement d'accord avec ça, dans le sens qu'une des limitations du VR, c'est que ça se vit seul. En tout cas, pour le moment, la plupart des expériences seules, en ce sens que même dans le gaming, il y a beaucoup, évidemment, d'utilisateurs qui game. Puis je connais très peu de choses dans le VR gaming, à savoir pas du tout, là, mais évidemment que le gaming, tu peux jouer seul ou avec d'autres gamers, et ça se fait en live, en live streaming. Oui, tout à fait. Et même chose, en fait, le défi... Mais en VR aussi. En VR aussi, exactement. Non, exact, je parle exactement. Ouais. Exact. Même chose aussi dans le photorealism, nous, on fait, en fait, qui est, comme tu disais, c'est
c'est pas des captations, mais c'est des productions VR, mais on filme des vrais humains au final. C'est pas computer generated, c'est des vrais humains qu'on filme, comme on filme un film, comme on produit un film. Et puis là, on est rendu, pas le Cirque du Soleil, mais l'industrie VR de production de type photorealism est rendue justement est rendue depuis déjà des mois et des années. Puis là, mais est rendu au positioning tracking. Donc là, évidemment, comme les HTC Viveport, toutes les Daydream de ce monde, t'es dans une pièce qui est paramétrée, qui a des limites, et puis t'es dans la pièce et tu bouges. Et évidemment, t'as des manettes, souvent accrochées. C'est pas encore user-friendly nécessairement, pour ce qui est des attachés ici, mais t'as des manettes et puis t'es tracké, quoi. Je veux dire, donc tu te promènes dans la pièce et puis tu peux interagir avec les différents objets ou avec les différents caractères. Character dans la pièce. Merci, exact, personnage. Et puis même chose au niveau maintenant du social VR. Désormais, justement, le social VR arrive, pas seulement au niveau des video games VR, mais aussi au niveau des expériences photorealism. À ce sens que, Thibaut, tu pourrais être en Chine, moi, je pourrais être ici à Montréal, et toi à Toronto, et toi à Nouvelle-Zélande, peu importe. Et puis, on est dans la même expérience VR. On est dans la même expérience VR et on la vit ensemble. Évidemment, c'est une expérience individuelle, dans le sens que j'ai mon casque, tu as ton casque, nous avons tous nos casques, nous avons tous dans notre salon respectif, mais on vit l'expérience ensemble. Et puis, je pense que ça va être ça aussi qui va faire en sorte que le VR va pouvoir sortir des limites actuelles, parce qu'effectivement, vivre une expérience seule, ça va. Comme on peut écouter un film seul chez nous, mais l'engouement d'être avec d'autres personnes et de vivre une expérience commune, comme le live entertainment offre à la base. Ce qui fait qu'on va avoir un spectacle, vivre une expérience ensemble, partager des émotions. Mais le VR, en ce moment, est rendu là, mais il y a encore du chemin à faire pour que ça soit user-friendly, que ça soit hyper accessible, puis que tout le monde embarque. Voilà. Audrey Paccard, êtes-vous d'accord avec cette lecture de l'évolution de l'immersif? Dans quel sens par rapport à l'expérience collective? Oui, on parle des possibles, des limites actuelles et des possibles souhaitables. Comment vous voyez ça, vous? Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le monde de la VR, j'y croyais pas du tout. Comme pour moi, comme de nombreuses personnes, je me suis dit c'est effectivement une expérience individuelle. Puis je me souviendrai toujours d'ailleurs une des premières conférences que j'ai entendues sur la réalité virtuelle, c'était quelqu'un qui disait que le VR c'est ce qu'on a, on le dit encore, c'est empathy machine. Ouais. Et la première fois, Chris Milk qui disait ça. Non, c'était pas Chris Milk, c'était un autre. Je me souviens plus de son nom, mais c'était pas Chris Milk. Mais la première fois que vous entendez quelqu'un dire que c'est une machine d'empathie, la VR, et que vous êtes tout seul dans votre casque, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Je veux dire, l'empathie, ça se vit au contact des autres. Et puis après ça, vous commencez à faire des expériences, mettons documentaires ou des expériences émotionnelles en VR. Et moi, je dois le dire aujourd'hui, quand vous voyez une vraie bonne œuvre VR de qualité, c'est une drogue. Et on ressent pas du tout un documentaire ou une immersion ou un vrai beau projet à l'intérieur d'un casque VR et là et vraiment dans une vraie immersion de la même façon qu'on regarde un écran plat normalement. Alors sur l'expérience collective, la VR, il y a différents champs sur la VR. Il y a effectivement ce qui décrivait qu'est la mixed reality, où là, on va ouvrir des parcs d'attractions et on va jouer à des jeux tous ensemble, même si on aura des casques, on sera tous ensemble. Il y a le fait que les salles de cinéma ouvrent des espaces VR où, oui, c'est vrai, on est tout seul avec son casque, mais pendant ce temps-là, il y a les amis qui boivent un verre pour attendre leur tour d'essayer le casque. Donc, c'est collectif quelque part, parce qu'on s'en va... On s'en va vivre quelque chose ensemble, même si à l'intérieur de l'expérience, on est tout seul. Donc la notion d'expérience collective, elle est très discutable, surtout que moi je reviens du festival de Tribeca qui était il y a 3 semaines, et il y avait toutes les dernières œuvres cinématographiques en VR qui étaient là, et il y avait notamment une œuvre sur le deuil. C'était une fiction sur une femme qui racontait la perte de son mari. Moi, je n'ai pas été capable de continuer le film jusqu'au bout, tellement je pleurais. Et la VR, ça fait ça. Donc, collectif ou pas collectif, c'est une autre expérience. Et moi,
je faisais partie des gens qui n'y croyaient pas nécessairement, mais non seulement l'émotion, elle est unique, mais en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour des artistes, pour des créateurs, c'est totalement une autre façon de penser la création. Et de tout ce que j'ai vu là à New York dans les dernières semaines, moi, je peux vous dire que les scénaristes et les réalisateurs, ils sont passés à une étape supérieure. Dans le sens où, là, les 2-3 dernières années, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on faisait de la VR en se disant c'est du 360. Donc, tout le monde était comme ça. Tout le monde créait derrière, et tout ça, alors que dans la réalité, on s'entend que personne ne regarde derrière, quoi. Et en fait, la réalité virtuelle, c'est pas du 360, c'est de l'immersion. Donc, maintenant, tous les derniers projets, souvent, que j'ai regardés, j'étais couchée, puis le contenu était là comme ça. Mais on est tellement à l'intérieur que l'expérience, elle est totalement unique. Donc moi, je suis complètement vendue, en fait, vous pouvez le voir. J'aimerais ça qu'on parle d'autres exemples comme ceux-là. Parlez-moi d'expériences immersives que vous avez vécues et qui vous ont vraiment marqué, soit parce que vous les avez faites et bien faites, ou alors vraiment parce que vous sentez là vraiment qu'on touche à quelque chose. Je suis encore sceptique. C'est vrai? Il n'y en a pas une là, qui vous a convaincu? Moi, je peux vous. Ben oui, allez-y, de Tribeca, là, ça doit être plein. Ben moi, j'en vois tellement. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans la dernière année, c'est un studio qui s'appelle Penrose Studio, qui est de San Francisco. Ils viennent de sortir un film qui s'appelle Arden's Wake. C'est un film d'animation. C'est des anciens de DreamWorks et de Pixar, évidemment. Ils ont eu de l'argent. Mais imaginez un film Pixar en VR, donc c'est-à-dire être à l'intérieur du film avec les personnages. Ça durait 50 minutes, je l'ai vu debout, je n'ai pas bougé. Imaginez vos enfants regarder des films Pixar en réalité virtuelle, c'est complètement dingue. Et 50 minutes, c'est quelque chose. J'en ai vu de l'animation en VR, minutes. Mais c'était 5, 7, 8 minutes. 50 minutes, c'est un film. J'ai en tête puis il faut faire référence, puis je vais y faire référence souvent parce qu'il faut en être fier, il faut célébrer le talent qu'il y a à Montréal. Donc Félix et Paul Studio, je sais qu'on revient souvent, mais il faut célébrer ça. On fait un film qui s'appelle Miyubi, et puis je l'ai vu, j'ai justement vu quelques extraits, mais il a quand même été bien visible de par les prix qu'ils ont gagnés, parce que justement, en fait, l'utilisateur est positionné comme un acteur, à savoir un robot. Donc, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais au final, c'est bien de pouvoir... c'est-à-dire, les acteurs dans l'histoire regardent la caméra, donc nous regardent en tant qu'utilisateurs, mais on est un robot. Qui est donné en cadeau à un jeune enfant, puis ensuite il se passe de membre de la famille à membre de la famille. Je ne connais pas l'histoire exactement, mais juste ça permet une créativité différente. Puis l'autre truc que je voulais dire avant d'oublier, d'ailleurs ça non plus je ne l'ai pas vécu, mais il faut que je le fasse, c'est que à C2 la semaine passée, il y avait, là j'oublie le nom, mais je crois que c'est Amaze Escape Montreal. Je n'ai pas vécu l'expérience, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, là, surtout à Montréal, mais au final, c'est des escape games, okay, mais en réalité virtuelle. Fait que tu peux aller là avec 6 à 8 personnes pour 30 à 40 minutes. Ils ont plein de différentes expériences escape. Donc, c'est des jeux... les jeux escape, là, c'est bon, vous savez c'est quoi? C'est-à-dire qu'on rentre dans une pièce, puis il faut trouver des indices qui vont nous permettre de résoudre un problème. Ouais. Exactement. Ben, en VR, c'est quand même des possibilités un peu infinies de pouvoir aller dans n'importe quel type de pièce ou de ligne narrative. Il essaye de vous convaincre, là, Thibaut. Est-ce que ça marche? Attends. Je dis pas que je suis pas convaincu, c'est juste que... En fait, je veux dire, mon exemple du VR qui m'a le plus marqué, c'est pas nécessairement pour le VR, c'était encore une fois Félix et Paul à C2 au tout début quand ils ont fait le truc avec Patrick Watson. Et donc là, ils ont le setup. Puis là, je passais parce que je faisais un autre projet à C2. Puis là, Félix, il me dit « Yo, man, il n'y a personne, viens essayer ça. Hein? » J'arrive, je mets le truc. J'essaie, je suis comme « Ok, c'est malade. » Je suis avec Patrick Watson, c'est vraiment cool. Puis là, je fais l'expérience et tout. Puis j'enlève le masque. Puis il y a Pat qui est devant moi. Et là, je suis comme « Shit! » Et là, ça a comme... Ça, en fait, ce qui m'a intéressé, c'était... Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Moi, c'est finalement... Les frontières. Ce qui me touche en VR, c'est pas de voir un masque qui pend puis d'aller le mettre. Et d'après vivre un truc, puis de l'enlever, puis de recontinuer ma vie. Ce que je trouve intéressant, c'est de le commencer avant, puis de le continuer après.
Puis mais encore une fois, parce que c'est la mise en scène qui, moi, m'intéresse et me touche, et c'est ça que j'aime faire vivre aux gens, que ce soit avec un film ou un spectacle, ou peu importe. Et je pense que c'est là où le VR vient me toucher, mais c'est pas juste le VR pour le VR encore, puis aussi ça me donne la nausée si c'est trop long, donc ça c'est un autre problème. Puis je pense que je suis beaucoup plus intéressé vers le AR, puis le mixed reality, puis toutes ces choses-là, parce que c'est moins opaque. Je pense que c'est pas le contenu, c'est sûr que le contenu est incroyable, les artistes font des super belles choses avec. C'est la déconnexion de la réalité qui me dérange, en fait. C'est pas le contenu, c'est juste l'opacité du truc. Mais alors, parlons-en de réalité augmentée. Est-ce que vous avez vu des expériences? Il y en a plein qui sont pour moi extrêmement pertinentes de jouer, que ce soit avec les volumes, avec les mises en contexte, avec la scénarisation, la mise en scène. Je trouve qu'il y a vraiment, pour moi, un potentiel immense là-dedans, autant dans le marketing que dans l'art en général, parce que ça a une opportunité pour moi encore plus grande de raisonner avec notre vie de tous les jours, puis de jouer avec ça de façon... Audrey, je vous vois opiner du bonnet, vous êtes d'accord? Avec ce jeu-là de réalité augmentée? Ben, non, mais je veux dire, c'est sûr que l'utilisation de la réalité augmentée, elle va être partout. Et puis c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser la réalité augmentée, enfin plus facile, non, mais c'est plus normal d'utiliser la réalité augmentée dans un show live que de mettre un casque. En fait, c'est pas du tout la même expérience. Et c'est dans ce que fait Thibaut, c'est logique que pour lui, ça soit plus adapté la réalité augmentée. Tout à fait. Et puis ça va dépasser la réalité virtuelle, mais ça sera pas. Mais je pense que la réalité virtuelle, finalement, elle est quand même plus proche du cinéma. Alors que la réalité augmentée, c'est un autre médium encore complètement différent. Oui, complètement. Deux choses là-dessus. Première chose, c'est que je crois que la réalité augmentée, ou les Magic Leap de ce monde, ou les HoloLens de ce monde, investissent des sommes extraordinaires, qui sont carrément pas dans le même range de sommes qui sont investies par les compagnies de VR, dans ce sens que la réalité augmentée et le mixed reality et tous les Magic Leap de ce monde, je veux dire, il y a eu les Pokémon, il y aura plein de trucs comme ça dans les prochaines années qui vont être, j'imagine, exceptionnels, comme les Pokémon l'ont été. Mais mon point, c'est que je pense puis je sais pas honnêtement, je suis vraiment pas un expert là-dedans, mais de ce que je vois sur le marché, parce que quand on parle de VR à une compagnie, automatiquement, cette compagnie-là parle de AR. Parce que c'est comme deux formats effectivement complètement différents. Je suis d'accord avec toi, c'est deux purposes différents. Mais les producteurs des AR et toutes les compagnies qui fabriquent les casques ou qui pensent à produire du contenu VR pensent également à produire du contenu AR et MR. Tout ça vient dans un gros mash-up. Puis tout le monde veut faire tout ça en même temps. T'sais. C'est juste que je crois qu'il faut embrasser, oui, la R&D puis l'innovation, absolument. Puis Magic Leap de ce monde, puis les HoloLens de ce monde, et puis les lunettes qui vont me permettre de vous voir et de voir mon courriel inbox en même temps et de pouvoir voir des trucs que vous ne voyez pas, mais je vous vois toujours dans le monde réel. Génial. Quand ça va arriver, que ça va être accessible et possible de se l'acheter au Best Buy pour $300, je pense que le VR va prendre une certaine volée, possiblement, ou va rester là parce que c'est pas la même expérience. Mais c'est pas demain la veille que les Magic Leap de ce monde vont avoir développé une résolution puis différents outils qui vont nous permettre de vivre ça. Parce que je peux vous dire que juste dire que Magic Leap pour l'instant ils ont rien sorti. Non, on n'est pas là du tout. Ils l'ont sorti, mais c'est pas foufou. Ouais, mais par contre, nous, dans le milieu de la réalité virtuelle, on avait tous des doutes, surtout parce que Apple n'investissait pas dans la VR. Donc là, on se disait évidemment, tout le monde se disait, si Apple n'investit pas dans la VR, c'est un problème. Sauf que là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont développer un casque VR et AR. Donc là, ça change la donne. C'est-à-dire que si Apple lance ça, bah voilà. Plus il y a de gros joueurs, plus il y a d'argent qui est investi en R&D. Et puis la R&D, c'est pourquoi? C'est pour rendre le contenu meilleur, qui coûte moins cher, pour le rendre plus accessible je ne savais pas dire mass market, carrément pas ça, mais à la masse, à tout le monde, à mon père, à mon frère, qui sont pas là-dedans du tout, mais qui sont comme, quand je leur passe un casque VR, puis qui vivent le Cirque du Soleil en VR, eux, c'est pas le avant ou le après. Même si je suis dans ma cuisine chez nous avec mon chien qui dort par terre, eux, ils sont plus dans la même pièce, là, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça, ils sont pas dans la game que nous, on est, comme vous tous, vous êtes probablement, à savoir qu'on produit du contenu ou on a rien de penser aux prochaines façons de créer.
infirmiers, mon frère est en construction, je veux dire, ils sont pas là-dedans. Fait que pour eux, c'est un voyage complètement hallucinant au sein d'un spectacle qu'ils n'ont même pas eu la chance d'aller voir parce que c'était à Vegas, puis fait que c'est une autre façon de... mais bref, tout ça pour revenir à la question, à savoir AR, MR, VR, différents purposes, différentes raisons d'être. Mais moi, j'ai une question, Catherine, je ne sais pas si tu l'avais dans tes différentes idées pour... parce qu'on parle de VR, puis de AR, puis de MR, puis parce que j'aime ça, ça me passionne, c'est ce que je fais au cirque. Mais il y a aussi une question, je me dis, puis je pense que c'est plus ton domaine, Thibaut, tout ce qui est projection multimédia. Autant pour les spectacles, qui n'est pas nécessairement immersif de par la définition d'être le contenu, ou du moins dans le contenu en 3D 360, mais plutôt d'avoir une certaine réceptivité de la projection multimédia à ce qui se passe dans le monde réel, ce qui se rapproche de ce que tu parlais de toi, t'aimes bien avant et le après, et le VR qui est en plein milieu de cette expérience-là qui est plus humaine, réelle. Parce que je me souviens que tu as produit des projections multimédia pour le show Volta du Cirque du Soleil, et ma compréhension des projections est que les projections réagissaient au chanteur et à sa voix, et donc étaient modulées en conséquence d'un humain, finalement, comme le VR, mais de façon complètement différente. Et puis ça aussi, je trouve que c'est du marketing expérientiel qu'on a comme... pas touché sauf faire, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Parce que c'est une autre façon de faire vivre une expérience immersive de façon différente. Mais il y a certainement une réceptivité à avoir par rapport à un humain qui est devant une projection, qui fait des mouvements ou qui chante. Puis il y a comme un échange créatif entre la projection et l'humain. Ouais, là, c'est vraiment un autre débat. Là. En fait, je pense que, encore une fois, de façon personnelle, ce qui fait que je suis encore sceptique, probablement, du VR, c'est moi comment j'approche des projets, puis comment mon studio approche des projets systématiquement, c'est comment on fait pour oublier la technologie. C'est-à-dire que on est très fluent en bon français en technologie, mais je veux pas que ça se voit, je veux pas que ça se sente. Et pour moi, la magie, elle opère quand les gens ils comprennent. Ils n'ont pas besoin de comprendre en fait comment ça marche, mais ils vont juste comme vivre quelque chose et ça va les emmener quelque part et c'est un petit peu comme de la magie. Puis ça, quand ça a l'air simple, c'est très compliqué. Et en fait, il faut pas que ça ait l'air compliqué. Puis souvent, en marketing multimédia, on prend la technologie. On a le nouveau headset de machin, puis on a le nouveau capteur de Intel, je sais pas quoi. Puis ça, c'est cool, mais pas vraiment, parce qu'au final, ce qui est important, c'est l'émotion que les gens vont vivre par rapport à ton expérience. Puis pour l'exemple de Volta que tu donnes, le but n'était pas nécessairement de construire quelque chose d'interactif de A à Z, mais le but était d'affranchir les performeurs de la technologie et de répondre à la réalité d'un spectacle du Cirque du Soleil qui est que ce n'est pas linéaire. Donc au début, pour être honnête, le show était comme parfait, c'est un show du Cirque du Soleil, c'est comme ce qu'on fait avec Madonna ou Katy Perry d'habitude, il y a un timecode, puis go, puis on y va. Mais c'est pas ça du tout. Il y a un timecode, oui, mais il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui sont malades, il y a des numéros qui changent, on change d'ordre. Il y a un solo de guitare qui dure 5 minutes de plus. Comment on adresse ça sans que le contenu perde de sa valeur? Donc l'interactif pour moi était quelque chose de très important dans ce spectacle-là pour connecter les humains et le côté organique d'un spectacle du Cirque du Soleil avec le multimédia pour pas que ça devienne un frein à qu'est-ce que c'est un spectacle du Cirque du Soleil qui est un spectacle vivant. Et je pense que dans tous les projets qu'on fait, qu'ils soient interactifs ou linéaires, on va toujours prôner l'expérience et la connexion du public avec ces expériences-là. Et si la technologie devient une barrière à ça, on a vraiment raté notre shot. C'est un peu ça. Je pense que c'est une belle manière de conclure notre petite discussion. Je voudrais qu'on se garde quelques minutes si vous avez des questions. On a probablement un micro qui va se balader, je crois. Oui, il est juste là. Si jamais vous avez des questions, voilà, profitez-en. Ils sont là pour y répondre. Il y en a une première ici. Bonjour. C'est revenu, on a parlé beaucoup de VR, puis c'est revenu quelquefois de rejoindre les audiences ou la masse. Je sais que le Cirque du Soleil, vous avez fait des vidéos 360 que vous avez partagées. Est-ce que ça, vous considérez ça comme la promotion de votre contenu VR ou vous considérez ça comme rejoindre une audience? Les deux, en fait.
en ce sens que c'est un format secondaire, dans le fond, on parle des expériences 360 qui sont disponibles écoute sur ordinateur, par exemple. Ouais. Donc 360, donc non 3D. En fait, on est parti d'une expérience de réalité virtuelle de O, de K ou de Lucia ou de Curious qu'on a produite effectivement, puis on s'est dit, bon, ben en fait, on veut faire vivre cette expérience-là de façon différente au plus de monde possible. Pour un, évidemment, promouvoir nos spectacles. De deux, promouvoir aussi l'expérience, le format, pas primaire, mais le premier format, là, c'est-à-dire de produire une expérience de réalité virtuelle immersive 3D 360, et pour laisser savoir aux gens, en fait, à la masse, à notre fanbase, qui n'est pas nécessairement un adepte du VR, on a créé un format secondaire, à savoir une expérience 360, mais non 3D, parce que YouTube de ce monde, quoique on pourrait toujours prendre un cardboard, mettre son téléphone dedans, et puis tout d'un coup, notre expérience 360 qui est disponible sur YouTube devient une expérience 3D 360, avec certaines limitations en termes de qualité de l'expérience, parce qu'un cardboard n'est clairement pas un casque comme Samsung Gear VR ou HTC, mais donc l'idée était de s'assurer qu'un maximum de gens puissent vivre l'expérience qu'on a produite d'abord et avant tout pour le monde du VR, complètement immersif, mais on va aussi proposer d'une façon différente, moins immersive, à savoir pas immersive, en 360, parce qu'on veut que notre public puisse le vivre, même s'ils n'ont pas de casque VR à la maison. Et aussi, ça nous permet de promouvoir le fait que, hey guys, on est en VR. Si vous procurez un casque VR, ben n'oubliez pas, on est là. C'est comme un cross-promotion. Mais surtout aussi pour faire vivre une expérience 360, parce qu'à la base, il y a beaucoup de productions 360 qui sont faites par un paquet de brands comme Red Bull, comme Pepsi, comme je pourrais même pas, je veux dire, c'est à l'infini, parce que YouTube et les Google de ce monde se dirigent vers là, parce que comme tu disais, Audrey, à un moment donné, les 360, moi je trippe parce que je m'assois sur une chaise, d'ailleurs c'est de même qu'il faut les vivre. Assis ici, je ne ferais pas vivre une expérience 360, je me ferais mal au cou, mais sur une chaise qui tourne, c'est super facile, mais il faut quand même le savoir. Il faut quasiment une guidance, dire à l'utilisateur. Par exemple, mon père, il faudrait que je lui dise, oublie pas de tourner, parce que sinon tu vas manquer ce qui se passe en arrière. Ce qui est le fun aussi, parce qu'au final, tu peux la vivre 3 fois, puis la vivre de façon différente 3 fois. Mais les YouTube de ce monde et les Google de ce monde, ils se sont dit la même chose, c'est-à-dire, les gens, qui ont leur téléphone, ils vont faire ça comme ça, mais rares sont les gens qui vont faire un 360. Fait qu'ils se sont rendus compte avec des heat maps, en fait, que les expériences 360 sur YouTube et sur Google, qui sont disponibles de façon 360, mais non 3D, comme celle dont on parle, sont vécues vraiment à 180 degrés. Fait qu'eux, ils veulent évidemment produire du contenu qui va être vécu de la façon dont il doit être vécu. Désolé pour mes temps de verbe, mais à savoir, si on produit une expérience 180 degrés, parce que les gens veulent ça, ben on va focuser là-dessus, puis même ils sont en train de produire des caméras qui produisent des expériences 180 degrés et non pas 360 degrés, pour que chacun d'entre nous, comme on a des GoPro à la maison, on peut avoir une caméra 180 degrés, non immersive, mais juste pour qu'on optimise justement l'expérience utilisateur en ne produisant pas du 360. Pourquoi on passerait du temps fou de rendering, puis de post-prod, puis de pré-prod, puis de mise en scène pour un 180 degrés, que finalement, 95%, là, je dis des stats comme ça, mais la majorité des gens ne verront pas, de par où ils sont, de par l'expérience utilisateur, quoi. Fait qu'en gros, il y a ça aussi à garder en tête, c'est que les YouTube et les Facebook de ce monde comprennent que l'expérience se vit aussi et surtout à 180 degrés. Donc, pensons créativement, bâtissons, fabriquons des caméras qui aussi rendent justice à ce format-là. Je suis un peu désolée de te dire qu'ils sont en train d'abandonner parce que ça marche pas. Mais ben, en fait, je suis désolé de te dire que récemment, le Cirque du Soleil, en fait, parce qu'on a soumis... Ah oui, pardon. En fait, c'est pertinent ta question parce que c'est d'actualité en ce sens que eux, YouTube, ont vu ça. En fait, avec plein de marques différentes qui ont fait genre un top 10 des vidéos 360 les plus vues dans le monde. Puis eux, en fait, le Cirque du Soleil se débrouille bien en termes de reach là, et en termes de qualité du contenu de par notre partnership avec Félix et Paul pour produire l'expérience en 3D initiale. Donc, on a un beau rendu. Et puis, ils se sont dit, mais si ces marques-là peuvent embrasser et utiliser nos caméras, qui sont en R&D, peu importe ils sont où, s'ils peuvent créer des projets de pilote avec nous et utiliser notre technologie pour promouvoir le fait que maintenant YouTube est en 180 degrés et Facebook, eh bien, ça va nous aider à justement mettre en marché nos caméras. Donc, c'est un give and take, en fait. Là. C'est un win-win situation. Mais écoute, je sais pas, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que YouTube, clairement, a de l'intérêt parce qu'ils vont amener
amener 10 personnes du Cirque du Soleil à Los Angeles faire un workshop sur les caméras 180 degrés qu'ils sont en train de développer. Fait que quelque part, il y a un intérêt. Est-ce que ça va se passer? Ça, c'est comme n'importe quoi. On ne sait jamais si finalement YouTube va accoucher de ce projet-là. Mais il y a un intérêt à mieux comprendre, mais quel type de production la masse va être réceptive à vivre. Comment la masse va vivre cette expérience-là? Est-ce qu'on produit du 260, du 230, du 122? Je dis n'importe quoi, mais l'idée, c'est qu'on ne le sait pas. Fait que prenons le data que ces compagnies-là ont, parce que Dieu sait qu'ils ont du data, bénéficions-en tous ensemble, give and take. Nous, on va faire des belles productions en 180 degrés avec l'IP du Cirque du Soleil, qui vont avoir une qualité certaine, et profitons de leur data à savoir si eux nous disent que 180 degrés, il y a de l'intérêt de la part du consommateur parce qu'il le vit de cette façon-là, ben bénéficions du data qu'ils ont à nous partager, là, sans nous partager de façon concrète. Là. Je veux dire, on n'a pas leur database, mais clairement, c'est un indice que le 180 degrés fait du sens. Je pense que l'idée dans tout ça, là, c'est d'essayer d'être partout. Pas partout, en fait, aux bons endroits, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à un format ou le VR ou le AR ou le MR, parce qu'on ne sait pas au final qu'est-ce qui va durer dans le temps puis qu'est-ce qui va exploser, mais je pense qu'il faut suivre notre intuition à la base, là. Mais c'est possible, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est important de comprendre que oui, il y a le financement, puis il y a des compagnies qui en ont plus que d'autres d'argent, puis c'est correct comme ça, mais c'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans la créativité du contenu, puis la mise en scène, parce que des caméras 360, il y en a plein, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, mais peu importe, à la base, la différence, c'est le contenu. Fait qu'à partir du moment où les créateurs, les créatifs de ce monde sont en mesure de mettre en scène leur créativité qui va épouser ce que le VR a à offrir, et ce que les caméras et la technicalité des caméras ont à offrir, mais ça, tout va bien se passer. Là. Pas besoin des milliers de dollars pour faire ça. Là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou non, mais c'est une bonne question. Oui. Okay. On va peut-être laisser quelqu'un d'autre poser une dernière question. Le temps file. Est-ce que vous avez une question à poser à l'un de nos panélistes? Oui, derrière. On vous écoute. Oui, bonjour. En fait, c'est une question qui fait un peu un segue sur la question précédente. Le VR est en effervescence depuis environ 3 ans, comme vous le disiez. Le VR est aussi un nouveau médium totalement. On ne peut pas faire du storytelling, de la narration, comme un cinéma et comme tel. Tu parlais du data tantôt. Je ferai attention à ça. J'ai plus l'impression que c'est un problème de storytelling. Si le monde regarde juste en avant, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose qui amène à regarder en arrière aussi ou à amener à l'œil. C'est un peu ça, j'aimerais savoir où est-ce que vous pensez que nous en sommes dans cette expérience-là, cette nouvelle façon, un peu comme on a appris à faire du film, où est-ce que nous en sommes dans le nouveau média du VR pour créer ces narrations-là puis ce storytelling-là? Ben, c'est ce que je disais tantôt. Là, cette année, je pense qu'on est passé à une étape supérieure, dans le sens où les créateurs et les réalisateurs, ils ont compris que justement qu'il fallait pas juste penser 360. Il faut, il y a effectivement, sans parler de nouvelle grammaire, parce que c'est un peu prétentieux quand même comme terme, mais il y a une nouvelle façon de monter, comme c'est possible de faire des scènes, par exemple, il y a une scène qui se passe ici, une scène qui se passe là, une scène qui se passe là. Et quand on comprend, en fait, c'est de comprendre l'espace en réalité virtuelle, de comprendre que au début, c'est ça, on était dans l'excitation de ces 360, faut tourner dans tous les sens. Et attention, hein, là, je parle de non interactif, parce que si on parle d'expériences interactives type Vive où on se déplace, ça, le storytelling est complètement différent. Par exemple, moi, j'ai fait une expérience qui se passe dans un camp syrien où vous avez une bombe qui tombe sur la tête et il faut aller sauver des enfants. Là, vous avez un sac sur le dos, vous sentez la chaleur, le bruit, les vibrations. On est dans un autre storytelling. Là, on construit une expérience interactive dans laquelle on se promène. Mais si on parle purement non interactif et que ça soit simplement du cinéma 360 ou du real time dans des engins de jeu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a une nouvelle façon d'écrire, il y a une nouvelle façon de le penser. Évidemment,
moi, je trouve, par exemple, là, j'ai vu une expérience totalement artistique sur une voix qui a qui a une réflexion sur le théâtre et l'image est plus un accompagnement au son. Mais là, moi, je me suis dit, mais pourquoi on fait pas des podcasts VR? Je veux dire, parce que le son pourrait être d'abord le fil conducteur et le fil narratif principal, accompagné d'images plutôt que l'inverse. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, toutes ces façons de d'écrire, de narrer et tout ça, elles sont pas nécessairement nouvelles, mais comment est-ce qu'on les retravaille? Parce que c'est sûr qu'on va pas réinventer la roue, ça reste mais c'est la façon dont on va mélanger le son, la stéréoscopie, les engins de jeu, parce qu'aujourd'hui on fait des films avec des engins de jeu en real time, donc c'est je veux dire la grande force de Mubi et de Félix et Paul, c'est qu'ils ont construit leur propre caméra. Je veux dire, ils sont les seuls à avoir cette capacité de faire du live action aussi peu pixelisé. On n'est pas encore rendu là. Eux, c'est ça qu'on fait leur force. Selon moi et Félix et Paul, c'est ça leur force. C'est pas nécessairement leur storytelling. Mais oui, on arrive là à une époque où on maîtrise, on commence à maîtriser. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que il y a absolument aucun outil de distribution. Le grand public n'a pas accès à tous ces projets-là qui se font. Pour l'instant, c'est des projets de festival. Et c'est dommage parce que justement, vous n'avez pas l'occasion de voir tout ça. Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas où on en est dans le temps. Non, c'est pas mal terminé. Bon, ben écoutez, si vous avez d'autres questions, il vous reste les réseaux sociaux, je ne sais pas. Il y a toujours moyen de poursuivre la discussion. Donc, merci beaucoup à nos panélistes. Alors, Thibaut Duvernay, Sébastien Ouimet, Audrey Paccard, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.